Sourde et courageuse avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Sourde et courageuse sur les ondes de Canal M. C'est une émission qui a pour mandat de mettre en lumière les femmes sourdes. Et j'anime avec une interprète. Aujourd'hui, l'interprète qui m'accompagne, Michel Chabot du Civet, qui va interpréter tout le contenu de mon émission. Et ce contenu aussi est filmé pour rendre le tout accessible à la communauté sourde. Et je vais recevoir des femmes sourdes en entrevue pour parler avec elles de leur parcours, des différents défis qu'elles peuvent avoir eu ou encore vivre. Et tout d'abord, je vais recevoir Cynthia Benoît en entrevue qui me fait le bonheur d'être ici en studio. On va pouvoir parler. Je pourrais dire que c'est une femme de carrière. En fait, il y a plusieurs personnes qui me disaient ah oui, reçois Cynthia Benoît, tu vas voir, c'est une femme de carrière. Elle est vraiment impressionnante. Puis on parlait vraiment beaucoup de carrière. Donc, je me suis dit, allons voir c'est quoi ce parcours inspirant pour plusieurs femmes de la communauté. Et on va parler aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup du Civet. Vous allez entendre souvent le Civet, Michel Chabot, justement l'interprète qui fait partie du Civet. Cynthia Benoît travaille au Civet et il va avoir aussi, tout de suite après, comme prochaine entrevue, deux femmes qui travaillent au Civet, donc une directrice générale qui va être ici et une qui vient parler au niveau de finalement, comme l'éthique professionnelle, la qualité, hein? Elle a comme un chapeau, un mandat spécial à ce niveau-là pour que les interprètes soient des interprètes expertes. Et puis, on va pouvoir jaser avec elles. Et ces deux femmes-là sont entendantes. Mais ça va vraiment être super intéressant de parler de leur implication. Mais tout d'abord, Cynthia Benoît qui est ici. Cynthia Benoît, je pourrais déjà la présenter. Allô, Cynthia? Bonjour! Donc, premièrement, je voudrais te remercier pour l'invitation, pour l'entrevue d'aujourd'hui, pour parler de mon parcours. Si je peux me présenter, je travaille actuellement pour le Civet comme directrice stratégique depuis 1 an et demi. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Eversa. Oui. Depuis, qui a maintenant 8 ans. En fait, on entame la 9e année. Oui. Et Eversa, on en a parlé un petit peu l'émission passée avec Mariana Ruel qui est venue pour parler en fait de son parcours, mais aussi le côté au niveau de la malentendance. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais aussi, elle a parlé un petit peu de Versa, de qu'est-ce qu'elle faisait à cet endroit-là. Mais moi, ce que je comprends, c'est que c'est toi qui a comme initié finalement cette organisation-là. Oui, en fait, l'idée de fonder Eversa n'était pas l'idée... En fait, Eversa, actuellement, n'était pas l'idée originale. OK. Quand j'ai fondé la compagnie, j'étais seule. J'avais remarqué qu'il manquait dans le marché. En fait, il y avait plusieurs projets en lien avec l'accessibilité, en lien avec la formation, la recherche. Et souvent, c'était des petits contrats de 6 mois, de 1 an. Mais il y a beaucoup de personnes sourdes qualifiées qui pouvaient faire ces emplois-là, mais qui n'allaient pas quitter leurs emplois pour faire des contrats de seulement 6 mois. Donc, je me disais que pour combler un besoin dans le marché, j'allais fonder une compagnie qui allait prendre des contrats comme ça de 6 mois, 1 an. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais toute seule, on n'arrive pas, j'y arrivais pas. Donc, j'ai engagé une première employée. Après 1 an et demi, j'ai eu plusieurs autres contrats. Après ça, une deuxième employée et ainsi de suite. Pour l'instant, on varie entre 10 et 15 employés. On a des formateurs LSQ également. Donc, je dirais qu'en moyenne, on peut effectuer une 60aine de contrats
par année. Par année. Mais c'était pas ce que j'avais imaginé au début. Bien, c'est ça qui est vraiment intéressant de voir parce que toi, tu as quand même un parcours, je pourrais dire, atypique, là, parce que tu es allé chercher un MBA. Et je pense qu'au niveau de la communauté sourde, ça doit pas être quelque chose qui est si commun. Donc moi, je voulais qu'on remonte pour voir un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait que finalement, ben, t'as créé Versa et que maintenant t'es rendu au Civet. Mais la petite Cynthia, donc de où elle part et comment ça, t'es allée te chercher un MBA aussi. Donc toi, quand t'étais petite, est-ce que, je pose la question et c'est drôle. Hier, j'écoutais une conférence par rapport à la sourdité et il y en a une qui disait, qui est sourde et qui disait « Ah, moi, je suis tannée quand on me demande est-ce que je suis née sourde. » Puis là, je me disais que dans mes communications naturelles avec des femmes sourdes, je dis pas d'emblée « Toi, est-ce que tu es née sourde? » Mais dans le cadre de mon émission, de l'entrevue, je trouve ça pertinent de le demander pour savoir un petit peu ça va aider à voir les défis que tu peux avoir eus. Donc, toi, Cynthia, est-ce que tu es née sourde? Non, je suis née entendante. Je suis devenue sourde à l'âge d'1 an à cause de la méningite. Donc, beaucoup de personnes sont devenues sourdes dû à la méningite. Donc, à 1 an. Et pour répondre à ta question en lien avec l'entrepreneuriat, oui, ça a commencé jeune. Ma mère me disait souvent, me répétait que quand j'étais petite, je disais toujours, quand je vais devenir grande, je vais faire quelque chose. Je vais aider les personnes sourdes, je vais les protéger, je vais faire quelque chose. Elle me disait aussi que j'étais une négociatrice née. Donc, qu'elle me voyait peut-être avocate ou en défense des droits ou une profession en lien. Oui. Et si je me souviens bien, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 6-7 ans, il y avait une personne en face de chez moi qui faisait toujours des ventes de garage. Et j'avais le goût, moi aussi, de faire des ventes de garage. Donc, je pense que de ramasser mes choses pour être capable de les vendre, des choses qui étaient trop vieilles pour moi, pour pouvoir éventuellement les vendre. Mais mes parents n'aimaient pas ça. Ils trouvaient que c'était important de donner au suivant. Donc, plutôt que de faire une vente de garage, de donner, par exemple, au Village des valeurs ou à un organisme, de faire un don. Donc, j'ai l'impression que naturellement, j'avais ça en moi, l'entrepreneuriat. Et les valeurs de mes parents sont venues s'ajouter ça, le fait de remettre à la communauté. Donc, arrivé aujourd'hui, je trouve que ça fait un juste partage des deux. Oui, bien, en fait, ce que je trouve intéressant, Cynthia, c'est parce que toi, comme tu es née entendante, ce qui veut dire que c'est une maladie qui a provoqué finalement la surdité. Donc, on se doute bien que tes parents doivent être entendants et que dans ta famille, il ne doit pas en avoir vraiment des sourds. Effectivement. OK. Mais mes parents sont entendants. Il y a une chose, par exemple, que je dois reconnaître à mes parents, c'est que quand je suis devenue sourde, j'ai fait un petit peu le profil oraliste au début, mais rapidement, ils se sont tournés vers les signes. Donc, mon frère a très bien appris aussi la langue des signes. Donc, toute ma famille, je pouvais communiquer avec eux. J'ai jamais eu de privation du langage. À proprement dit. Là. Donc, pour moi, je pense que c'est important de le noter et de reconnaître ça de mes parents. Oui, c'est vraiment important parce qu'on a eu d'autres personnes ici qui se sont retrouvées dans une situation où est-ce que les parents refusaient là, de signer. Et vu que j'entends ça, j'entends ça très souvent. Et on a l'impression que c'est avant, hein, donc quand dans les années 80, mais même encore maintenant, on le voit quand on questionne là, au niveau des enfants dans l'école, les enfants qui sont sourds, ce n'est pas rare, les parents qui refusent de signer, donc de communiquer avec leur enfant. Je trouve ça épouvantable, mais je trouve ça important de le dire. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu des parents comme ça qui ont embarqué finalement dans ton univers, hein, de dire, ben oui, c'est notre fille qui est sourde, et non de dire, ben c'est la seule qui est sourde, donc qu'elle s'arrange, mais qui ont embarqué dans ton univers, que ça t'a aidé
tu sais, que ça a comme un peu tracé la voie. Parce que aussi, c'est sûr, de temps en temps, des histoires de personnes qui se retrouvent assis à la table et qui comprennent pas ce que leur famille disent et qui sont seules. Je pense que ça part plus difficilement la vie, là, tant qu'à moi. Donc, toi, je pense que ça t'a aidé à tracer la voie. Oui, c'est sûr que dans ma famille immédiate, j'ai l'accessibilité à la communication. Par contre, dans la famille élargie, les oncles, les tantes, pour ça, là, c'est plus difficile. Je les vois moins, ils ne connaissent pas les signes. J'ai un oncle et une tante qui, ma tante, qui est mariée avec un homme, qui, lui, a un frère sourd. OK. Donc, ma tante connaît bien la langue des signes. Donc, pour ça, elle m'aide beaucoup. Mais le restant de la famille élargie connaît pas la langue des signes. Mais c'est sûr que d'avoir ma famille rapprochée qui connaît la langue des signes, ça l'aide beaucoup. Ben oui. Mais c'est triste pour beaucoup d'enfants qui, eux, n'ont pas accès à la communication dans leur milieu de vie. Oui. Maintenant, il y a de plus en plus la popularisation des signes pour bébés. Oui. Ce que je trouve dommage dans ça, c'est que ça l'empêche d'apprendre les vrais signes. Oui. Alors que c'est la vraie langue des signes qui devrait être enseignée aux enfants. Puis, on popularise les signes pour bébés, mais on empêche les enfants sourds d'apprendre leur propre langue, qui est la langue des signes. Mais ça, c'est un autre sujet, je pourrais en parler pendant longtemps. Oui, mais non, mais je trouve ça quand même super intéressant ce que tu amènes, parce que souvent, on va entendre ça là, au niveau des entendants, là, des enfants qui sont à la garderie tout petits, on leur apprend des petits signes comme encore, fini, tu sais, des petits gestes comme ça, aider. Mais c'est ça, mais finalement, ce que je comprends, c'est que c'est pas les mêmes gestes en LSQ, c'est ça? Non? Oui, bien en fait, les signes pour bébés se viennent surtout de l'American Sign Language. Oui. Et le problème, souvent, avec les signes pour bébés, c'est que c'est des gestes inventés. On pense que c'est ça, mais il y a une différence. Oui, OK, je comprends. Un petit peu. Ben, mais, au moins, il y a un accès à la communication. Oui. C'est ce qu'on veut privilégier. Absolument. C'est ça. On veut pas qu'il y ait de bris de communication. Tout à fait. Et toi, Cynthia, quand tu étais petite, donc ton parcours scolaire, tu es allée à l'école Gadebois, Lucien Pagé aussi, donc des écoles qui sont spécialisées pour les enfants qui sont sourds. Oui. Comment ça s'est passé ton parcours? As-tu eu des défis d'apprentissage? Parce que des fois, là, on le sait, hein, il y en a, on a l'impression que la sourdité, automatiquement, t'es capable de lire, t'es capable d'écrire normalement comme moi je fais avec le français, mais on se rend compte qu'avoir accès à l'information, il y a des défis comme ça qu'on n'a pas l'impression, parce qu'on se dit, ils ont juste à faire ça à place d'eux. Mais c'est ça, ton parcours, comment ça s'est passé? Oui, sur mon parcours scolaire, juste avant, j'aimerais revenir sur l'implication de mes parents. Oui? Parce que ça, c'est la clé. Ça a été une grande clé pour moi, une grande implication de mes parents, d'apprendre la communication en langue des signes pour mes parents. Mes parents allaient à l'IRD, l'Institut Raymond Dewar, à toutes les semaines, pendant plusieurs années, pour prendre des cours, pour pouvoir se perfectionner. À l'époque, on parlait pas encore de la langue des signes québécoise. C'était plus le français signé. Mais quand je suis arrivée à Gadebois, c'est une très bonne école. Mes parents ont toujours été impliqués quand même, n'ont pas laissé à l'école toute la charge de mon éducation. Ils étaient impliqués, ils m'ont fait voyager, ils m'ont amené partout, dans toutes les activités, comme un enfant entendant. Là, j'étais allée au musée, j'ai eu accès à tout, comme mon frère. Donc ça fait une grosse différence. Sur mon parcours scolaire, à Gadebois, à Lucien Pagé, j'ai pas fait 100% de mon temps à Gadebois. J'ai été jusqu'en 4e année. Ensuite, j'ai été 5e et 6e année, secondaire 1 intégré avec les entendants. Et à secondaire 2, j'ai commencé Lucien Pagé. Et ça a été les pires années de ma vie. Ça a été les 3 ans où j'ai été intégrée avec les entendants. Je n'avais pas d'interprète. OK. Valleyfield, c'est loin. J'habitais Valleyfield. Et
c'est mon frère qui interprétait pour moi ou des amis dans la classe qui interprétaient pour moi. Donc, souvent, plusieurs jours par semaine, j'avais pas d'interprète ou si j'avais un interprète, n'était pas nécessairement qualifié. OK. Donc, ça a été un traumatisme pour moi pendant ces 3 années-là. À mon retour à Lucien Pagé, mon niveau scolaire, là où j'étais rendue, en fait, comment je pourrais dire, les cours de français, les cours obligatoires, le français, mathématiques, j'étais intégrée à Lucien Pagé avec les entendants. OK. Mais pour les autres cours, éducation physique, FPS, les cours moins obligatoires, là, j'étais avec les personnes sourdes pour mon développement moral, social. Oui. Donc, je pouvais côtoyer dans cette école-là les deux mondes. Et ça répondait parfaitement à mon besoin à moi. C'est un peu mon parcours primaire-secondaire. Et ça veut dire qu'ensuite, parce que même si tu as eu des défis au niveau de l'apprentissage, ben tu es allé chercher un MBA. Là, donc, ça veut dire que tu as fait un cursus là, cégep avec des entendants. Oui. Oui, j'ai quand même... ça a été un parcours particulier. Quand j'étais au secondaire, déjà, j'avais envie... d'aller vers la gestion, une fibre entrepreneuriale. Oui. Et ensuite, je suis allée au cégep, mais souvent, la problématique, c'est que j'avais pas de modèle sourd autour de moi. J'avais pas la conception qu'une personne sourde pouvait être gestionnaire. Oui. Je me disais, tu sais, on dit souvent, on est son pire ennemi, donc je voyais pas personne, j'avais pas de modèle de quelqu'un, d'une personne sourde qui était gestionnaire. Donc, j'ai été vers les sciences parce que c'était une porte plus facile, plus sécuritaire, à long terme. Et je me disais que je pouvais pas devenir gestionnaire. Et ça a été plus tard où j'ai décidé d'aller vers le MBA. Et j'ai décidé d'aller vers le MBA à cause de mon entreprise. Parce qu'en fait, quand j'ai fondé Eversa, à ce moment-là, tout s'est passé vite. J'avais besoin d'outils de gestion d'affaires parce que l'entreprise s'est mise à grossir de façon exponentielle. Donc, je suis allée à l'université en gestion des affaires. J'ai aimé beaucoup ça. Mais il n'y avait pas j'aimais les cours concrets, les cours où je pouvais apprendre et mettre en application. Donc, après ça, quand Eversa s'est mis à grossir, j'avais l'impression que j'avais pas assez de maîtrise. Pour l'instant, mon intuition me servait bien, mais j'avais besoin d'outils, j'avais besoin de connaissances plus solides pour la croissance de mon entreprise, pour pouvoir gérer de façon plus efficace, gérer les clients, gérer les employés. Donc, j'ai envoyé ma candidature au MBA et le COVID est arrivé. Ah, ça fait pas longtemps. OK. Non, ça fait pas longtemps. C'est en 2020. Ben oui. En fait, là, il y a eu le COVID. On est tous pris à distance. Donc, j'ai fait mon MBA pendant 2 ans. Et ça a été une très belle expérience au HEC. J'ai vraiment apprécié. Ça a été une très, très, très belle expérience. Ça m'a beaucoup aidé en développement personnel, développement professionnel et pour mon entreprise également. En fait, parce que quand on fait le MBA, on peut tout de suite mettre en parallèle, mettre en application ce qu'on apprend. Oui, absolument. Donc, mais ça veut dire que comme tu l'as fait en 2020, donc en pandémie, ce qui veut dire à distance, mais tu as quand même besoin d'avoir une interprète? Oui. Oui, j'avais 2 interprètes qui se relayaient. Okay. Mais c'est un peu ce que je disais. Ce qui est intéressant, l'expérience d'être étudiante à distance. Oui. Moi, j'ai aimé ça. Je pouvais contacter mes collègues de classe par chat. Oui. Dans le clavardage. Donc, tout le monde est à distance, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tandis qu'en personne, tout le monde se met à parler. Et là, avec les masques, c'était plus difficile. Pendant les pauses, les interprètes doivent aller en pause aussi. Donc, j'étais plus isolée que quand c'était à distance. Le fait d'être à distance m'a aidé à élargir mon réseau que si c'était
que quand c'était en présentiel. Fait, ça veut dire Ça fait que... la différence. Ben, non, mais c'est ça, c'est que finalement, c'était parfait que ça soit à distance. Puis je te comprends très bien parce que moi, quand j'ai vu qu'il y avait justement l'université à distance avec mon handicap visuel, pour moi aussi, ça devenait très alléchant de faire des cours que je remets parce que j'ai pas le temps et l'énergie d'aller à l'université tout simplement, dans les locaux, chercher je m'en vais où. On dirait que tu dis hey, t'es chez vous, t'ouvres ton ordi. Donc je te comprends très bien que c'est comme si le timing était parfait. Mais là, ça, c'était en pandémie. T'as fait ton 2 ans, t'es allé chercher ton MBA. Mais là, à ce moment-là, tu n'étais pas encore au CIVEC. Qu'est-ce qui fait que tu es parti de ton entreprise ou tu n'es peut-être pas parti complètement, mais que finalement, tu as rajouté? Parce que, comme je te dis, le monde a dit que tu étais une femme de carrière, hein, donc tu avais beaucoup de projets. Qu'est-ce qui fait que tu es allé chercher, en plus, un travail au CIVEC? Oui, en fait, c'est une bonne question. Au moment où j'ai fait le transfert vers le CIVEC, si on revient 2-3 ans avant, quand j'ai commencé mon MBA, déjà, je préparais mon départ. OK. Déjà, je voulais déménager. Donc, 3 ans avant, j'ai commencé à faire la transition, les transferts de connaissances, de dossiers, donc de former, de mentorer, ça faisait déjà 3 ans que je préparais mon départ. Oui. Et je finissais le MBA environ. Il y avait le CIVEC, ça a été une surprise, ça a été une belle surprise. C'était pas prévu que j'aie au CIVEC. J'avais un projet à faire au MBA, une analyse, un diagnostic. OK. Que je devais faire sur un organisme et il fallait faire des recommandations. Donc, j'ai pensé au CIVEC, c'est un organisme que j'aime beaucoup, qui concorde avec mes valeurs. Donc, je les ai contactés. Il y avait une nouvelle directrice à l'époque, qui est Lorena, justement. Ben oui. Et je lui ai proposé mes services de façon gratuite, vu que c'est en lien avec mes cours. Oui. Et Oui. Elle était fraîchement arrivée, débordée. Donc, elle a accepté que je fasse une analyse diagnostique. Donc, elle a beaucoup apprécié. Ça a été une belle collaboration. Et c'est grâce à Lorena que je me suis impliquée dans le CIVEC. Ça a été vraiment un plaisir, un charme de travailler avec elle. Et donc, j'avais déjà prévu quitter Eversa pour d'autres raisons. Oui. Et le CIVEC, à ce moment-là, est venu sur mon chemin. Et de fil en aiguille, j'ai remis les rênes de Eversa à Charline et Audrey. Et depuis ce temps-là, plus un rôle de présidente dans le CA, donc des supervisions 3 mois, juste... mais j'ai tout transféré, les dossiers, les accès, tout ce qui est gestion a été transféré. Mais j'ai pas, humainement, je peux pas gérer les deux en même temps. OK, c'est ça. Ça serait beaucoup trop d'ouvrage. Ben, c'est pour ça. Non, ça serait trop d'ouvrage. C'est ça. Donc, ça veut dire que là, Eversa, c'est mis de côté. Tu t'es assuré de la pérennité de ça. Et là, tu t'es consacré finalement au CIVEC, à tes nouvelles tâches au CIVEC. C'est ça. OK. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. J'ai quitté Eversa. Et est-ce que tu dirais que ton MBA t'a aidé pour tes tâches que tu fais finalement au CIVEC, pour ta description de poste? Oui. Oui. Oui, en fait, c'est grâce au MBA, les connaissances que j'ai acquises, que j'ai pu en faire profiter le CIVEC, en fait. Parce que souvent, le cours, en fait, que j'ai choisi, l'analyse diagnostique, c'est un peu un hasard que j'ai choisi le CIVEC. Oui, je me suis déjà dit un jour, peut-être que j'aimerais ça, travailler, mais c'est venu plus tôt que prévu sur mon parcours. Mais des fois, il y a moi, j'aime ça appeler ça des synchronicités. Là. Je ne sais pas si un geste en LSQ, parce que je dois dire aux auditeurs qu'il y a des mots, des fois, qu'on peut dire, nous, comme moi, je vais dire un mot et il n'existe pas en LSQ. Donc, c'est pour ça que quand je sais que c'est un mot qu'on utilise moins souvent
J'aime le dire, mais c'est ça, il y a des situations de la vie, un peu comme des coïncidences, mais moi je dis qu'il n'y a pas de coïncidence, mais comme si des fois, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous tombe du ciel et on se dit, ben oui, c'est super aligné avec ce que j'ai envie finalement depuis longtemps, mais que tu n'avais pas planifié ça, mais tu avais cette petite voix-là en arrière de dire, j'aimerais ça, le civet, un jour peut-être. Oui, et c'est drôle, quand on regarde mon parcours, j'ai toujours été une gestionnaire selon... j'ai commencé avec des petits projets, oui. Mais je me souviens, même quand j'étais à Lucien Pagé, j'étais présidente du conseil des élèves pendant 1 an ou 2. Oui. Donc, je pense que c'était déjà en moi un peu le côté leader. Après ça, j'ai été chef de camp. Ah ben oui. Donc, je gérais... 10, 15 employés, je me souviens plus, ça fait longtemps, pendant l'été, pendant les camps de jour. Oui. Donc, j'ai un peu ça en moi, mais encore là, j'avais pas de modèle. Puis c'est ça où je veux qu'on mette en lumière les personnes sourdes, les personnes qui sont là pour modéliser les jeunes. Donc, merci beaucoup pour ton émission, parce que je pense que les jeunes ont besoin de ça pour les futures générations, parce que souvent, on est dans l'ombre, donc juste de les mettre à la lumière pour que les plus jeunes voient qu'il y a des possibilités. Ah oui, puis c'est vraiment très inspirant. Et en terminant, là, je voulais vraiment dire, parce que ta maman, elle est là, hein? On l'a croisée au début, et ta maman, j'étais convaincue qu'elle était sourde. Elle n'a pas utilisé la voix, elle n'a pas dit bonjour. Ben non. Donc, wow, c'est vraiment inspirant plus de voir une maman comme ça parce qu'elle passe la journée avec toi, elle passe la journée avec sa fille et elle veut être certaine qu'elle va bien la comprendre, ce qui veut dire que si elle parle avec d'autres personnes, elle parle en LSQ. Alors, wow, je trouve ça vraiment beau. Cynthia, c'est un grand merci de ta présence. Je te remercie vraiment. Je savais que ça allait être une belle entrevue inspirante dans un autre, parce que j'aime ça, hein, tu sais, tout d'un coup, un MBA, femme d'entreprise. C'est le fun. Et c'est pour ça que c'est cette émission-là que j'aime ça, parce que c'est inspirant pour les jeunes aussi, nos futures générations. Merci, Cynthia. Un grand plaisir. Et tout de suite après la pause, on va avoir justement la directrice générale du CIVET, Lorena Garrido, et Brigitte Giguère qui est interprète. À tout de suite. Vous écoutez Sourde et courageuse avec Julie Châtelain. Je poursuis avec 2 femmes vraiment inspirantes, 2 femmes entendantes. On va poursuivre avec Lorena Garrido, qui est directrice générale du CIVET. Le CIVET, c'est le service d'interprétation visuelle et tactile. Et Brigitte Giguère, qui est directrice à la qualité et à l'éthique professionnelle. On va pouvoir discuter avec elle du CIVET. Qu'est-ce que c'est le CIVET? Hein? Comment ça peut venir? En fait, que c'est une nécessité. Au service général du Centre de santé des femmes de Montréal, ainsi que de l'Ordre des sages-femmes du Québec. Elle a été directrice adjointe des services aux étudiants au Collège de Rosemont et elle a été un soutien pour les étudiants en situation de handicap. Merci beaucoup, Lorena. Et elle a une expérience aussi internationale dans différents pays comme le Nicaragua, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Bref, on est assis avec une grande dame. Et aussi Brigitte Giguère. Brigitte Giguère, finalement, quand jasant, on s'est rendu compte qu'on se connaissait déjà sans savoir qu'on se connaissait. Mais Brigitte Giguère, elle est interprète depuis 2009 au CIVET. Et depuis son poste que je vous ai
dit 2021. Bon, on va pouvoir voir c'est quoi exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette définition de tâche? Allô, mesdames! Bonjour! Bonjour! Je suis vraiment contente de vous recevoir parce que Lorena, on avait déjà jasé ensemble finalement, tu as fait une campagne là, vraiment de visibilité dans les médias. Je crois que c'est au printemps passé ou... Printemps-été. Printemps-été, c'est ça. Et dans le fond, c'est pour me dire, écoutez, ici, on a des enjeux, manque d'interprètes, c'est quand même, on a besoin d'amener encore plus de gens à s'intéresser à cette profession. Je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir poursuivre et de mettre encore en lumière là, qu'est-ce que vous faites. Mais Lorena, le CIVET, concrètement, qu'est-ce que c'est? Bien, le CIVET, c'est un service d'interprétation. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas les services d'interprétation, c'est un endroit où on a des interprètes, des interprètes en langue des signes, ça peut être en langue des signes tactile ou orale également, et on offre tous les services de la vie courante. Pour les personnes sourdes. Quand je dis la vie courante, ça peut être des rendez-vous à l'hôpital, ça peut être des rendez-vous à l'école, par exemple, pour des parents sourds qui ont un enfant entendant qui va à l'école pour parler avec les enseignants. En milieu judiciaire, c'est très important parce qu'il faut quand même qu'il y ait une interprétation juste de certains cas. Donc, le CIVET offre tous ces services-là parce que nous, on a la chance d'avoir les ententes avec le gouvernement pour offrir les services dans la vie courante, les services essentiels. L'urgence aussi. Les urgences, par exemple, urgence ambulance, urgence médicale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK. Donc voilà. Je suis hospitalisée, je suis sourde, je suis hospitalisée, on m'amène en ambulance, c'est juste des entendants, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Exactement. Est-ce que c'est moi, comme personne qui est en détresse de santé, qui doit appeler l'interprète ou le système appelle l'interprète? On a de tout. Par exemple, pour des rendez-vous qui sont cédulés d'avance, les personnes sourdes font appel à leur interprète, à des interprètes du CIVET. Mais ça pourrait être aussi un hôpital, un CLSC qui prend les services du CIVET. OK, c'est eux à ce moment-là. Oui, ça peut être n'importe qui, dans le fond. En urgence, c'est sûr que si la personne sourde, c'est elle qui est concernée par l'urgence, c'est pas elle qui va pouvoir prendre le rendez-vous. C'est ça. Donc, on est en lien avec des services d'urgence également. OK. Mais quand tu as dit services d'urgence, les services essentiels, des ententes avec le gouvernement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une zone grise là-dedans. Là. En fait, oui. C'est sûr que quand on parle d'interprétation, ça peut être infini, parce que les personnes sourdes, malentendantes et sourdes aveugles, parce que c'est aussi un service qu'on donne, pourraient avoir besoin de services d'interprétation dans tous les aspects de la vie. Ben oui. Okay? Mais malheureusement, c'est pas possible. De un, parce qu'il n'y a pas le financement pour ça. Et de deux, parce qu'il n'y a pas assez d'interprètes pour subvenir à tous les besoins de la vie courante. OK. Ça veut dire que, exemple, je veux aller à un cours de yoga. Je donne un exemple, là, ou tu sais, quelque chose comme ça, là, une activité que j'ai envie de faire, à ce moment-là, je dois le débourser de ma poche. Exactement. OK, je comprends. Exactement. Donc, c'est ça. On a des ententes pour des services essentiels, la santé, les services sociaux et des services connexes. Par exemple, le dentiste quelques fois par année, le psychologue quelques fois par année, mais c'est toujours limité. Quand je dis quelques fois par année, 10 rencontres chez le psy, 10 rencontres chez le dentiste. Fait que c'est toujours... Les personnes sourdes doivent toujours s'organiser. Donc, on est chanceux quand même d'avoir la santé, les services sociaux couverts par des ententes, mais il y a tout le reste. Mais quand on dit couvert par des ententes, ça veut dire que ce n'est pas la personne sourde qui débourse? Non, ce n'est jamais la personne sourde qui débourse pour ces services-là. Donc, tout ce qui est... nous. Chez vous, avec le CIVET, c'est exactement. Ça. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est en lien avec ça, ces services, je le sais que la personne sourde ne débourse pas.
Exactement. Mais il y a tout le reste à côté, comme on dit. Si, exemple, je vois une psychologue et que j'ai besoin de plus que 10 rencontres, à ce moment-là, je devrais continuer à devoir payer toute seule de ma poche. Exactement. Alors, grosso modo, c'est ça. Ça c'est sûr ressemble à ça. qu'il y a des modèles, il y a du cas par cas également. Oui. Il y a des CIS, des CIUS qui ont une plus grande ouverture. Oui. Mais en gros, oui, c'est comme vous dites, c'est la personne sourde qui va devoir débourser de sa poche ou bien qui va devoir s'arranger pour aller demander une extension de service. Fait que ça revient toujours à la personne sourde de faire des démarches pour pouvoir avoir les services dont elle a besoin. Mm-hmm. Et des fois, c'est probablement que ça devient plus facile parce que j'écoutais hier, je reviens avec une conférence que j'écoutais hier, mais c'est ça qui parlait en matière de violence conjugale et qu'il y a des personnes que justement, ça devient tellement compliqué d'avoir accès à des services et même dans des contextes nécessaires. Des fois, ils vont préférer ne pas aller là parce que, regarde, c'est plus facile. Ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué. Ça, j'entendais ça hier, puis je me disais, j'avoue, j'avais pas pensé à cet aspect-là. Qu'on a l'impression que d'emblée, il va y avoir un interprète qui va être là. Mais ce que je comprends aussi, c'est qu'il manque d'interprètes. Il manque d'interprètes et, plus large que ça, il manque du financement pour l'interprétation. Ouais. OK. Donc, ça, je tiens à le dire parce que actuellement, dans le modèle actuel, même si on avait tous les interprètes du Québec qui venaient travailler aussi tout d'un coup, on ne pourrait pas les embaucher. Hein? Le modèle fait de sorte qu'on peut tout simplement les embaucher. Pas les embaucher. Pas les embaucher. Non. Donc, le modèle financier, c'est un cercle vicieux. C'est comme un l'œuf ou la poule. Là. Exactement. Est-ce que c'est le fait d'avoir plus tout d'un coup de gens qui veulent être interprètes qui pourrait faire qu'il y a plus de financement ou c'est le financement qui va faire que là, tout d'un coup, tous les interprètes qui voudraient donc travailler au Civet pourraient venir? Mais avec du financement, c'est sans limite. Ben, c'est parce que les besoins sont sans limite. Oui, là, donc vraiment. Et comment? Du gouvernement? Mais en fait, c'est le modèle de financement qui est un peu vieillot, on va dire. On est quand même chanceux, je tiens à le dire, là, on est chanceux, on a des bons liens avec les bailleurs et tout ça, mais c'est le modèle qui est un peu vieillot dans le sens où il y a quelques années, les personnes sourdes faisaient moins appel à des services d'interprétation. Mm-hmm. Donc, le modèle était monté sur des gens qui faisaient appel aux services d'interprétation une fois de temps en temps. Ouais. Par contre, de plus en plus, nous, depuis 5 ans, on a une augmentation à peu près de 30% avec la même clientèle. Ah oui, c'est énorme. Est-ce que la pandémie qui a comme... Bien, c'est la pandémie, mais c'est aussi que les services d'interprétation sont plus connus qu'avant. Oui. Et puis, c'est ce qu'on veut. Oui. On veut que les gens ne prennent pas le frère, la sœur, la mère, le beau-frère pour aller à un rendez-vous. Là, parce que les personnes sourdes, comme tout le monde, elles ont le droit à la confidentialité, à avoir une personne qui a une éthique professionnelle. Parce que ça, c'est important de le dire. Hein? Souvent, on va l'entendre, ça. Non, on interprète, là, c'est vraiment, c'est bouche cousue, là. C'est comme, elle a fait la voix, elle fait les gestes et c'est tout. Elle n'a pas, il n'y a pas comme un filtre de jugement ou de... Non, vraiment. Et ensuite, ben c'est ça, c'est terminé. On se raconte pas ce qu'on a vécu tout le monde ensemble. Là. Ce n'est pas un intervenant. C'est ça. Ce n'est pas un intervenant. Non, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit avoir une connaissance de la langue des signes tellement grande et juste pour avoir une justesse dans toutes les situations de la vie. Et c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça de devenir interprète. Mais c'est pour ça que ça m'amène à Brigitte, parce que justement, Brigitte qui est interprète, mais Brigitte, en plus, c'est que là, maintenant, je pense que tu deviens comme elle qui va aller former les interprètes, en fait, des interprètes déjà interprètes, mais comme pour les former encore plus à la qualité et à une éthique professionnelle. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, c'est vraiment ça. Et de plus, c'est que les services qu'on donne, moi, mon rôle en tant que directrice à la qualité et à l'éthique, c'est que notre équipe
aient les compétences requises pour offrir les services de qualité. Ça veut dire qu'ils aient la formation dont ils ont besoin pour offrir les services et que les valeurs éthiques soient aussi connues, respectées et qu'ils soient intégrées là, dans la pratique à tous les jours. OK. Donc, on a des valeurs éthiques importantes comme la confidentialité. Oui. De la même façon qu'une personne va consulter un psychologue qui ne va pas s'en faire sur si le psychologue va raconter ça à son voisin, bien, c'est la même chose. Quand un interprète professionnel du CIVET va sur place, peu importe le contexte, notre clientèle, c'est-à-dire autant les personnes qui entendent, qui ont besoin de nos services, que les personnes sourdes, évidemment. Alors, le pont qu'on établit entre nos clients, la confiance sur nos valeurs éthiques doit être pleine, complète. Irréprochable. Irréprochable. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que je pense que vous avez l'enjeu parce que c'est la communauté sourde. Donc, il y a vraiment quelque chose que c'est un petit milieu. Ils se connaissent tous et toutes. Exact. Et souvent, c'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur que là, tout d'un coup, cette personne-là va être au courant que moi, je viens de faire une plainte contre mon conjoint. Et là, c'est ça aussi là, qu'on voit que des fois, on voit pas chez les entendants. T'sais, moi, je sais pas qu'est-ce que l'autre entendant à l'autre bout de la rue. Exact. Hein, c'est ça. Exact. Fait que je pense que vous avez ce défi-là. Oui. Ce qui fait que Mais ça commence. En fait, tu as commencé comme interprète, mais qu'est-ce qui fait que là, tu t'es, comme je vais dire, spécialisé, quelque chose de pointu, là? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es allé vers ça? Je pratique encore aujourd'hui. Tu es encore interprète? De façon très occasionnelle, disons ça comme ça. Oui. Mais oui, interprète professionnelle depuis, et agréée d'ailleurs aussi, depuis un bon nombre d'années. Ben oui. Le CIVET m'a embauchée en 2009. Et depuis maintenant 3 ans, je suis à la direction parce que, peut-être pas parce que, mais bien sûr que pour occuper ce poste-là, il faut bien connaître l'éthique, il faut avoir des réflexions déontologiques aussi bien ancrées. On doit bien connaître le code de déontologie, justement, de la profession. Et aussi être consciente du milieu, la communauté. Oui, elle est petite. Les interprètes, on a un rôle interculturelle. L'interprétation n'est pas que linguistique, elle est aussi interculturelle. Absolument. Donc, c'est une chose de connaître la langue. Oui, nos interprètes, qu'ils soient de niveau junior, intermédiaire ou senior, on a des formations à l'interne. Et de là aussi, une partie de mon rôle, de m'assurer que les interprètes ont un cheminement, là, un développement de compétences professionnelles, individuelles et globales aussi. Là, on a des bons plans. Bien, parce que là, c'est ça qui est intéressant aussi de dire, c'est que, oui, exemple, tu as étudié là, pour être interprète, mais après ça, dans le métier d'interprète, il y a comme ça, c'est gradé, là. Donc, c'est junior, intermédiaire, senior. Et il y a des tâches que tu peux pas faire si t'es pas senior, hein. Je pense qu'il y a ça, là. Oui. Il y a des contrats, là, que c'est pas la même chose. Il y a des assignations qui sont spécifiques aux compétences, par exemple, de senior. Aujourd'hui, on a Michel avec nous. Michel a plusieurs années là, d'expérience. Je pense qu'elle a 18 ans d'expérience, si je ne me trompe pas. Elle est senior. Elle est senior, évidemment. Oui, on l'a bien entendu. Qu'un interprète junior qui arrive tout juste et qui a besoin plus de soutien, qui va travailler dans des contextes où c'est plus en triade, par exemple, où il peut avoir, par exemple, une interruption pour demander des précisions, des choses comme ça. Alors, donc, chaque contexte est particulier. Et je vois avec mon équipe aussi pour que les affectations, les demandes venant de la clientèle soient bien répondues par les bons interprètes, pas dans le sens du niveau de compétence, mais par les interprètes qui ont les compétences et les connaissances spécifiques à ce contexte-là aussi.
Comme la personne sourde pourrait porter plainte, là, parce qu'il doit avoir ça aussi, de dire, j'ai pas été satisfaite de comment ça s'est passé avec l'interprète. Oui. Des fois, ça peut être pour plein de raisons. Là, c'est pas de dire que l'interprète a fait quelque chose de mal, mais des fois, ça peut être tout simplement que la fluidité dans les gestes ou il y a des mots que je comprenais pas bien quand elle épelait. Absolument. C'est des petites choses comme ça qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de facteurs comme ça qui peuvent influencer la satisfaction ou l'insatisfaction de la clientèle de part et d'autre. Oui. Et c'est pas seulement le niveau de compétence, mais peut-être une spécialisation. Chaque interprète peut pas tout connaître sur tout. Jamais dans le parcours d'une vie normale, une personne va vivre autant de choses. Donc, on apprend beaucoup sur le terrain. Incroyable. C'est très bien, c'est incroyable. C'est une profession absolument très valorisante et très enrichissante. On est tous passionnés quand on est interprète. On fait ça par passion pour la majorité. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que mon Dieu, je m'excuse, j'ai perdu mon idée. En fait, tout le côté de la plainte, là, que je disais, ça peut être une insatisfaction. Quand le fait que tu disais, tu peux pas tout connaître. Non, c'est ça. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que ça se pourrait qu'on te demande d'aller faire un contrat avec un étudiant qui étudie en biochimie. Exact. Et tu dis que c'est ça, la biochimie. Exact. Avec des termes compliqués. Et Absolument. ça se peut que, comme interprète, t'as de la difficulté, là, parce que là, Absolument. c'est un tableau périodique, là. Exact. Qu'est-ce que c'est ça, là? Exact. Alors, à ce moment-là, dans mon équipe, on a les outils nécessaires pour... puis les processus aussi, là, pour que les interprètes soient le mieux préparés possible avant d'arriver dans le contexte d'interprétation. Mais il y a aussi une question de personnalité, de champ d'expertise, comme je viens de dire, mais il y a plusieurs facteurs qui font qu'une personne peut être insatisfaite. Alors, à ce moment-là, moi aussi, j'accueille, on a un protocole bien établi pour traiter les plaintes, ou les commentaires, ou les satisfactions aussi. Oui. Je veux toutes ces informations-là. Et en toute confidentialité, encore une fois, je m'assure que le traitement de ces commentaires, de ces plaintes-là, soit utilisé à bon escient. Donc, je me sers de ça pour que les interprètes tracent leur chemin dans les compétences qu'ils doivent améliorer, que ce soit au point de vue déontologique que compétences linguistiques. Mais toi, à ce moment-là, comme tu fais ce métier-là depuis belle lurette, que tu es interprète, mais qu'est-ce que tu retrouves dans ce métier-là, pour que des gens qui disent « tiens, ça pourrait peut-être m'intéresser, ce métier-là, parce que moi... » Je dois idéal, en fait, pas du tout même, là, pour moi, là, mais depuis que je suis très impliquée au niveau de la communauté, je trouve ce métier-là absolument fascinant, là, tout ce que, justement, vous découvrez on peut même pas penser à tous les endroits que vous pouvez aller pour être interprète. Oui. Pensez à toutes les situations de la vie. Il peut y avoir un interprète, en fait. Là. C'est incroyable. Mais c'est de voir aussi qu'il y a quelque chose dans cette relation-là. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Et en plus, je trouve ça beau. Oui. Moi, je regarde les interprètes et même si je ne vois pas bien les gestes, je trouve que c'est une danse. Je trouve ça beau, vraiment. Donc, toi, c'est quoi pour toi? Personnellement, pour moi, le premier attrait, c'est l'amour de la langue. La langue des signes, c'est une langue riche, belle, qui utilise tout l'espace. On peut dire de belles choses avec cette langue-là. Je trouve que c'est une langue même poétique, visuellement, c'est attirant. Oui. C'est une langue, et même d'un point de vue linguistique, j'aime l'analyser dans tous ses détails. J'adore ça, j'en mange. Alors, personnellement, pour moi, c'est le premier attrait, c'est celui de la langue. Oui. Une fois la langue maîtrisée, pour répondre aussi un peu à la question tantôt que tu posais, c'est quoi le chemin qu'une personne doit prendre pour pratiquer cette belle profession-là? Oui. Alors, oui, d'abord, c'est l'apprentissage de la langue. Bien sûr, il faut bien la maîtriser, comme on doit bien maîtriser le français aussi. On a l'impression que parce que c'est notre langue maternelle qu'on peut interpréter. Non, c'est la même chose pour les signeurs, même les signeurs natifs de la langue des signes, même s'ils sont signeurs natifs, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent l'interprétation en tant que telle. Alors, ça aussi, c'est une profession. Il y a des apprentissages, il y a des diplômes à aller chercher, il y a de l'expérience à aller chercher là aussi.
dans tout le processus cognitif et autres. Il y a beaucoup de choses. Donc, l'UQAM offre un programme spécialisé. Oui. Que j'encourage tout le monde qui est intéressé à aller voir l'information qui peut se trouver là, à ce niveau-là. Oui. Et une fois la langue bien maîtrisée et l'apprentissage de l'interprétation en soi, alors là, on peut avoir un pied dans la porte, puis commencer à pratiquer. Souvent, on le fait par conjointement en tandem ou on commence souvent par faire du bénévolat, s'impliquer dans les associations, justement, qui ont besoin des services, des fois un petit coup de main à des endroits où les services officiels professionnels peuvent pas être offerts. Des fois, on commence à faire du bénévolat comme ça, puis idéalement de le faire avec un mentor, une personne qui est près de nous, qui pratique déjà cette profession-là. Et alors, c'est ça, de fil en aiguille comme ça. Oui. Ça. Okay. Plus on est impliqué dans la communauté, plus on voit le besoin et comment quel chemin prendre là, pour y arriver. Ah, vraiment. Mais je trouve ça vraiment fabuleux là, de vous entendre. Et parce que Lorena, toi aussi, on en jasait. Tu ne viens pas du tout du milieu sourd. Et on se dit, hein, directrice du CIVET. Comment ça se fait? Ça se fait? Je suis curieuse. Bien, en fait, je crois vraiment à l'inclusion et à l'accessibilité. Hein. Ça a l'air cliché comme ça, là, mais moi, je travaille toujours pour une mission. Fait que je me retrouve très, très bien au CIVET, même dans la vie de tous les jours au CIVET. Là. Tu sais, nous, on est une équipe mixte, hein, des personnes, par exemple, à l'administration, personnes entendantes, personnes sourdes. Oui. Et au CIVET, c'est moi qui ai besoin d'un interprète. Et, et ça, c'est fabuleux. Je trouve ça génial. Et quand vous disiez que c'est une belle langue, nous, dans nos réunions d'équipe, il y a toujours des interprètes. Ah oui, hein? Et c'est magnifique parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune différence que tu sois sourd, entendant. L'information se rend quand même de la même façon à tout le monde. Donc, c'est beau de travailler au CIVET. Et c'est une belle mission aussi. Moi, je trouve que c'est beau. Et oui, la mission est absolument extraordinaire parce qu'on l'oublie comment... En fait, c'est... Parce que ça fait pas si longtemps que t'es là. Je pense que ça fait... Hey, je suis là, moi, je te tutoie parce qu'on s'était jasé au téléphone. Oui, puis toi, tu me vois, là, mais bon, hein, c'est pour dire que c'est ça. C'est comme naturel. En fait, non, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait plus de 2 ans. On va vers le 3 ans bientôt. Oui. Donc, je considère que je suis déjà bien imbibée dans ce milieu-là, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, parce que de travailler dans un milieu mixte comme ça, ça amène une certaine douceur. Pour concrètement, là, soit pour aller chercher du financement ou plus d'interprètes. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on fait aujourd'hui. On fait connaître que les services d'interprétation, que ça existe. Ça aide les personnes sourdes à sortir un petit peu de l'isolement. Ça rend la société plus égale aussi parce que les personnes sourdes ont le droit d'avoir des activités comme tout le monde puis d'avoir une participation sociale. Mais c'est en faisant connaître cet aspect-là de la vie, cette communauté-là, ces services-là, on peut travailler puis défendre une approche plus holistique, c'est-à-dire la sensibilisation pour de la formation. Parce que la formation, c'est pas tout le monde qui connaît, qui sait que ça existe, cette profession-là. Aussi, travailler avec la technologie, parce que la technologie va nous permettre aussi à aller chercher un manque à gagner dans la pénurie d'interprètes. Donc ça va nous aider. On ne fabrique pas des interprètes facilement, mais la technologie peut nous aider aussi. Et le financement. C'est le financement de cette technologie-là et le financement en gros. Donc, c'est cette approche qui touche les 3 aspects qui serait intéressant. Donc, ce qui veut dire que éventuellement, moi, oui, je dis, je fais ma part, hein? Donc, j'ai impliqué au niveau de la communauté et en plus, je fais rayonner avec des entrevues et tout ça. Mais moi, j'ai envie aussi de dire aux gens de commencer par tout simplement s'impliquer, d'être curieux, hein? D'avoir le goût de faire notre part. Des fois, ça peut être tout simplement, de dire, hey, OK, je vais aller
dans cet organisme-là, d'apprendre peut-être juste des petits gestes. Tu sais, on peut faire des fois, tu sais, juste comme un début même là, de cours là, qui existe sûrement là, de base, où est-ce qu'on peut apprendre des petits gestes. Puis en fait, on se le dit, dans une société de rêve, on apprend la LSQ en même temps qu'on apprend l'anglais, le français à l'école, là. Tout à fait. Parce que... Et c'est drôle que tu mentionnes ça parce que au Québec, c'est pas le cas. On ne l'apprend pas à l'école. Mais juste à côté, en Ontario, il y a des choix au secondaire où les jeunes peuvent choisir entre l'espagnol, la langue des signes, la ASL, LSQ. Donc, c'est faisable. Et ça fait en sorte que les adolescents, les jeunes sont en contact avec la langue et ils peuvent s'intéresser possiblement à la profession, éventuellement. Wow! Bien, là, on espère qu'il y a des hauts placés qui vont entendre ça et que ça pourrait venir dans le cursus naturel des étudiants tout petits. Il me semble que je les imagine déjà apprendre des petits mots de la LSQ. Je trouve que ça serait absolument fabuleux. Tu sais, même avant le secondaire, tu sais, que ça soit même plus tôt. Là, on apprend ça rapidement, des petits gestes. Ça a été un plaisir, mesdames. J'aurais passé encore plus de temps avec vous parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je vous remercie vraiment et moi, je continue de dire, on fait rayonner cette belle mission de mettre en lumière ce beau métier, mais aussi les personnes de la communauté sourde. Merci Lorena et merci Brigitte. Merci beaucoup de l'invitation. C'était un plaisir. Et moi, je remercie aussi Cynthia Benoît qui a été présente avec son beau parcours inspirant de femmes sourdes et MBA et tout ça. Et on se retrouve, nous, pour une prochaine émission. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.